Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Depuis l'indépendance en 1962, le pouvoir a dirigé le pays selon une logique qui ne vise à construire ni un État, ni une économie sérieuse digne de son nom, mais qui obéit à un double objectif: établir une économie de rente au bénéfice des décideurs et de leurs réseaux clientélistes, et marginaliser le peuple, le diviser et le réduire au silence par la répression et la propagande, sous le prétexte de la lutte contre des prétendus complots visant la stabilité et l'unité du pays. Le système a toujours œuvré pour empêcher l'émergence de tout espace de discussion, d'échange et de débat contradictoires, générant ainsi une sécheresse démocratique et une dépolitisation rampante de la société. Pour combler ce vide sidéral, le pouvoir a cherché continuellement à réduire la vie politique à un interminable spectacle autour de la lutte de clans, des rumeurs et des fuites organisées. Pour le pouvoir, il faut distraire le citoyen par toutes sortes de rumeurs et de vraies fausses informations pour occuper son esprit et l'empêcher de penser et de réfléchir. L'une des sales missions des médias du pouvoir est de jouer le rôle de machine de propagande. Depuis l'avènement de Abdelmadjid Tebboune en 2019, le pouvoir en Algérie a mis en œuvre des mesures visant à étouffer les voix dissidentes et à réduire l'opposition à une simple expression. Ces tentatives ont été marquées par l'interdiction du mouvement Hirak, la répression des manifestations pacifiques et l'arrestation de centaines d'opposants, suivies de leur incarcération arbitraire. Rappelons-nous du discours d'Abdelmadjid Tebboune à l'ONU. Il nous a fait une piètre démonstration de ce que devrait être la politique des droits de l'homme dans les pays frères. Un verbatim insignifiant, schizophrénique, puisqu'il émane d'un homme ou d'un système qui incarne l'antithèse de la démocratie. Que reste-t-il du champ médiatique en Algérie? Interpellation, intimidation, poursuite, harcèlement, censure, chantage financier, condamnation dans le lot quotidien des journalistes qui veulent exercer librement leur noble profession en Algérie. Le pays tout entier et par là même la vie politique de la nation se résume de manière binaire entre Abdelmadjid Tebboune et le chef d'état-major Chengriha. Voilà à quoi le peuple algérien est réduit. Ce climat étouffant de coercition et de menaces où la peur a été actionnée comme un puissant levier qui nous a fait basculer dans un inconfort précaire, paradoxalement nous rassure car nous le connaissons. Quel sens donner à cette volonté de faire entrer dans un moule étroit tout le génie d'un peuple résilié à accepter de jouer un rôle qu'il n'a jamais appris? Le champ politique est laissé libre à l'institution militaire et accessoirement à la présidence de la République. Ce duo s'érige en bureau politique et décide à eux deux les orientations à court terme et surtout sans contrôle démocratique. Comment un pays comme l'Algérie, terre aux richesses impressionnantes, grenier de l'Europe, traversé par des cultures vivantes, légataire d'une histoire plurimillénaire, patrie de grands écrivains, a pu sombrer dans un naufrage politique, économique et social qui a englouti des âmes qui périssent encore de nos jours dans les fonds obscurs de la Méditerranée. Tout le système de l'Algérie nouvelle de Tebboune repose sur le mensonge, le déni de la réalité, l'incompétence avérée et l'impéritie totale. Son maintien en l'état devient une véritable menace pour le pays.
rétro-info de la semaine, comme d'habitude. Le samedi, on va revenir sur les sujets ou les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne. Bien sûr, on va revenir sur Tebboune, 4 ans après le système dans l'impasse. C'est le titre de notre première partie par rapport à cette rétro-info. On va revenir sur le bilan d'Ahmadi Tebboune, 4 ans après son avènement. Bilan politique, bilan économique et social, mais aussi la situation des droits de l'homme et libertés. Et on aura le plaisir d'accueillir dans cette première partie de l'émission aussi notre ami Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Brahim, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'inviter. Et je dois vous dire, saluer les téléspectateurs, mais je dois vous dire que je ne suis pas d'accord avec une partie de votre introduction. Et vous savez pourquoi. D'accord. Il n'y a pas de souci, c'est Brahim. Vous aurez l'occasion donc de rebondir et de donner votre... Je ne vais pas la commenter, je vais répondre à vos questions. Absolument. Mais vous avez le droit de la commenter aussi. Comme aussi on a le plaisir, avec nous aussi, avec Brahim Younsi, on a le plaisir d'accueillir Nazim Taleb, qui est membre du secrétariat de Rached, qui est avec nous aussi depuis Paris, via Skype. Bonsoir, salam alaikum, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Nasser, merci beaucoup de l'invitation et bonjour à vos invités et à toute votre audience. Merci beaucoup Nazim Taleb d'avoir accepté donc de participer à cette émission. Brahim, on va commencer avec vous, si il n'y a pas de souci. Donc on va commencer avec notre sujet. Bien sûr, on aura la deuxième partie de cette émission qui est donc Algérie, le régime et les théories du complot. Mais on va revenir d'abord sur le bilan d'Ahmadi Tebboune. Vous savez très bien, donc 4 ans après son avènement, à la tête de l'État. C'est une question un peu générale, Brahim Younsi. Qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement avant de revenir un peu plus sur le détail par rapport donc à cette situation? Brahim Younsi. Il n'y a pas de détail. Il faut d'abord, me semble-t-il, faire le bilan, s'il y avait un bilan, de compétences. Un bilan de compétences d'Abdelmajid Tebboune. Un bilan qui est, il faut le dire, totalement, complètement négatif. Sincèrement, je ne lui trouve strictement rien qui soit positif. Il ne s'est montré à la hauteur d'aucune de ses responsabilités, alors que les responsabilités d'un chef d'État sont énormes. Mais lui ne s'est pas montré à la hauteur des responsabilités qui sont celles d'un chef d'État dans aucun domaine, aucun. Et singulièrement, sur le plan social, vous avez dit un mot là-dessus dans votre introduction, et sur le plan politique, c'est une catastrophe. C'est un bilan très négatif, socialement, économiquement et politiquement parlant. D'autre part, et ça c'est aussi grave, que ce soit d'ailleurs à l'intérieur qu'à l'extérieur, il ne sort pas de son isolement pour faire face d'ailleurs aux défis et aux grands défis politiques et économiques qui sont ceux de notre pays, qui sont ceux de l'Algérie, du peuple algérien. Et l'isolement dans lequel il est fait que tous ces défis-là ne sont pas relevés. Et l'Algérie, le peuple algérien perd beaucoup à ce que celui qui est son chef de l'État ne s'isole à l'intérieur, il est dans son bunker, il ne sort pas de Mouradia,
et puis se contente de donner certaines grandes orientations qui ne sont jamais appliquées ou qui sont inapplicables. Et beaucoup d'entre elles, de ces orientations, sont d'ailleurs inapplicables. Donc, globalement, il s'est montré, je suis désolé de le dire, incompétent et incapable d'ouvrir un chemin. Et c'est ça aussi sa fonction, c'est ça la fonction d'un chef d'État, d'ouvrir un chemin pour sortir l'Algérie de toutes les crises qui l'assaillent, qui l'enserrent. Et cela, il n'est pas arrivé à le faire. Et on le voit, cela a une répercussion sur le peuple algérien qui n'a plus d'espérance. Et non seulement il n'a plus d'espérance, mais il n'a plus confiance dans Tebboune. Et le pire peut-être est que Tebboune a à ce point peur. Il faut lire, il a peur. Et ça fait partie de son bilan. Il a peur du peuple algérien. Et parce que tout simplement, il lui interdit même de manifester, de crier sa colère et de soutenir le peuple palestinien. Même cela, le peuple algérien n'a pas eu le droit de le faire sans l'assentiment, sans l'accord, sans l'organisation d'une manifestation et d'une seule par le pouvoir lui-même, parce qu'il a peur que le peuple, pour lui, déborde et remette en cause le pouvoir du système en place. Très bien. Vous avez parlé de Tebboune Brahim Younsi. Peut-être je vais revenir avec Nazim Taleb sur aussi la deuxième partie qui est dans notre titre, qui est le système. Nazim Taleb, vous avez entendu l'analyse de Sibrahim. Il a parlé donc d'incompétence, mais aussi d'incapable par rapport donc à Tebboune. Comment peut-on qualifier ces 4 années, ou si on peut parler d'un bilan, Nazim Taleb, quel bilan peut-on donc faire de ces 4 années qui ont précédé, mais aussi, est-ce que le système est toujours dans l'impasse, Nazim Taleb? Bon, à mon avis, si on dit bilan de Tebboune, c'est dire que c'est un président élu qui a une légitimité et qui a effectivement un bilan à présenter aux Algériens, ce qui n'est pas le cas. Tebboune, on le sait très bien, a été désigné par les généraux. Donc, je dirais que c'est le bilan des généraux qui l'ont mis en place qu'il faudra tirer et non pas Tebboune. Tebboune, comme l'a expliqué M. Younsi, c'est un président qui se cache, c'est un président qui ne sait pas parler, il finit jamais une phrase. C'est même une honte pour l'Algérie d'avoir un président d'une telle médiocrité. C'est un président qui a fait, je crois, une seule visite depuis 4 ans, je crois que c'était à Al-Jelfa. C'est un président, vous vous rappelez, oui, vous allez rendre 1 milliard. Ah non, plusieurs milliards. Il y aura le train, Alger. Donc, encore une fois, c'est un président populiste qui ne sait pas s'exprimer, qui n'a aucune envergure, tant au niveau national qu'international. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qu'on cherchait. On cherchait une solution à la va-vite pour régler une crise profonde que traversait l'Algérie et qu'elle traverse depuis 62, il faut bien l'avouer. Donc, effectivement, c'est un bilan totalement d'échec. Il a été sauvé une fois encore par le gang, par l'augmentation du prix du pétrole et du gaz suite à la crise du Covid. Sinon, l'Algérie, d'ailleurs aujourd'hui, l'Algérie, si vous voyez le projet de loi, prévoit un déficit de 5 000 milliards de dollars. Bien sûr, sur les dépenses des 5 000 milliards de dinars,
sur les dépenses prévues de 15 000 milliards, donc vous avez bien sûr la part du lion va à l'armée et à la police, comme d'habitude, mais ça a été doublé. Depuis 2 ans, ça a été doublé. Donc, si on fait le calcul, aujourd'hui, l'Algérie de Tebboune dépense à peu près 26 000 $ par. Si on dit qu'en Algérie, entre police, armée, on est à peu près 1 million d'individus, il faut à peu près le budget aujourd'hui de la police et de l'armée, il est autour de 28 milliards de dollars. Donc, vous avez 21 milliards pour l'armée, 6 ou 7 pour la police. Donc, ça vous fait 26 000 $ par tête, par individu, c'est-à-dire sur 1 million. Si vous divisez ça, ça fait 26 000. Le reste, c'est pour les 43 millions des autres Algériens. Et là, si on fait juste un simple calcul, il leur reste juste 590 $ par personne, c'est-à-dire 79 000 dinars, à peu près 80 000 dinars par tête sur l'année, alors que l'armée et la police, si on rapporte les dépenses sur le nombre d'individus, à savoir 1 million d'individus, on est à 3 500 000 dinars, c'est-à-dire 350 millions. Donc voilà l'Algérie de Tebboune, un État policier, hautement militarisé, et on voit bien que ça ne sert strictement à rien. La guerre de Gaza nous le rappelle bien évidemment, que la seule armée qui peut tenir tête aux grandes puissances, c'est tout simplement un peuple uni, un peuple dont il se reconnaît dans ses dirigeants, c'est-à-dire des dirigeants légitimes, élus démocratiquement. Et c'est ça, l'armée la plus essentielle dans un pays. On a bien vu que sur tous les pays arabes, y compris l'Algérie, qui ne cesse de dire Palestine dans les Madlouma, ils n'ont pas bougé le petit doigt, ils n'ont pas bougé. Mis à part les votes que ils ont fait à l'ONU, mais l'Algérie n'a pas bougé le petit doigt pour la Palestine, et pourtant ils disent qu'ils ont une armée ou c'est un pays qui a de l'importance, etc. Donc on voit bien que l'armée sert à protéger les gouvernants et ne servent absolument pas à protéger nos pays, tout simplement, ne servent pas à protéger la population. Et l'Algérie de Tebboune, elle est encore plus militarisée, plus policière qu'à l'époque de Bouteflika. Aujourd'hui, on met énormément de personnes en prison pour juste un post Facebook ou un article à l'image de Qadi Ihsan et tant d'autres, même les militants de Rached, comme maintenant Mustafa Qira, qui est toujours en prison, et des centaines d'autres aujourd'hui dont le seul tort est tout simplement d'avoir critiqué un régime qui est tout à fait critiquable, parce que c'est une Algérie qui est en échec total, tant au niveau national qu'international. L'Algérie, même en critiquant Boumediene, elle avait quand même un rôle à jouer sur des questions internationales et surtout des questions qui pouvaient toucher aux pays musulmans. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est complètement absente. Par exemple, l'Algérie avait participé à la crise quand il y avait les otages américains en Iran. Donc l'Iran, à l'époque, déjà, c'était loin. Mais aujourd'hui, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait pour Gaza? Aujourd'hui, c'est Doha, c'est un petit pays comparativement, par exemple, à l'Algérie, qui a quand même une histoire révolutionnaire, etc. Donc l'Algérie, elle a complètement disparu des radars. C'est un pays qu'on évoque pratiquement jamais, même quand il s'agit d'enjeux qui relèvent de sa profondeur stratégique, la Libye, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali. Tout ça, l'Algérie est complètement mis à l'écart, à la marge par rapport à ces enjeux qui peuvent nous toucher un jour, et qui sont en train de nous toucher, malheureusement. Très bien. Donc, encore une fois, pour résumer, un bilan d'échec, mais encore une fois, ce n'est pas le bilan de Tebboune, mais c'est surtout cette clique de généraux qui se sont appropriés le pays depuis 1962. Très bien, restez avec nous, Nazim Taleb. Et pourtant, Ahmed Tebboune avait parlé donc de cette Algérie nouvelle, mais aussi avait qualifié cette Algérie nouvelle de force de frappe, Al-Quwa Dhariba. On l'écoute. ولك ما تقزمش بلادك. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة، باللي قوة جابت توازنات في المنطقة.
Donc vous avez entendu donc Majid Tebboune. C'est Brahim, le régime il est dans une autre logique. Il parle de la grandeur de l'Algérie, de la place de l'Algérie dans l'échiquier mondial, mais aussi de cette force de frappe, Al-Quwa Al-Dhariba, on l'a entendu. Il l'avait déclaré à Majid Tebboune auparavant, de cette Algérie nouvelle. Pourquoi il y a un décalage, Brahim Younsi, entre ce qui est dit par les responsables algériens et la réalité qu'on vit? Parce qu'ils ont des lunettes qui transforment la réalité. J'aimerais bien avoir les mêmes lunettes qu'eux. Mais malheureusement, je vois la réalité et une réalité amère. Vous savez, ce qui se produit dans notre pays, hélas, c'est pire qu'une défaite. Une défaite, on peut la supporter. Et puis, on contre-attaque avec les moyens dont nous disposons, mais il faut se donner les moyens. Le problème, c'est que on a introduit le désespoir. Il y a une espèce de désespérance dans notre pays, hélas. Et on la voit. Et malheureusement, il y avait une forme, il faut dire les choses telles qu'elles sont, une forme de vie politique à l'époque de Bouteflika. Il y avait une forme de vie politique. La vie politique, Tebboune et son entourage, et ceux qui lui servent de tuteurs, ont éteint la vie politique algérienne. Elle est éteinte. Et puis, le système, d'habitude, le système arrivait à se refaire, à se remodeler, à reprendre sa vie. Or là, le système, nous ne le voyons pas. Il n'a plus aucune capacité de s'adapter et ni la capacité de transformer les choses. Aucune capacité de transformation. Et comme une équipe qui est en relégation ou quasi-relégation, une équipe de foot ou de basket ou tout ce que vous voulez, qui est menacée de relégation et qui joue le maintien. Le pouvoir d'Alger, le système d'Alger joue le maintien. Et il joue le maintien tout en sachant, d'une certaine façon, il le sait. Malheureusement, il le sait. Ce qui conduit le pays dans une grande catastrophe. Et nous sommes dans la catastrophe. Une catastrophe interne et une catastrophe malheureusement externe. L'Algérie n'existe plus. Tebboune est lui-même absent, à l'exception d'une ou deux visites dans les régions algériennes, à Tindouf et peut-être à Djelfa. Voilà, à Djelfa. Il n'y a aucune, c'est ça les teintes de la vie politique. Même le système lui-même, bien entendu. Mais c'est Brahim. Il écrase l'opposition, l'opposition qui est amorphe, qui n'a aucune énergie, qui est dévitalisée. C'est Brahim, je voulais rebondir. Je vais vous laisser revenir sur vos idées, mais je voulais rebondir par rapport à ce que vous avez dit, qu'il y avait une certaine forme de politique dans l'ère Bouteflika. Est-ce que vous donnez l'impression, et j'aimerais aussi peut-être, je vous donne le temps de clarifier, vous donnez l'impression que vous regrettez aussi, entre guillemets, cette ère Bouteflika? Non, je ne le regrette pas, l'ère Bouteflika. S'il y avait, les regrets viennent aussi s'il y avait un meilleur. Il n'y a pas à regretter, parce que nous sommes dans le pire. Nous sommes dans le pire. C'est vrai que d'une certaine façon, on pourrait dire, bon, c'est regrettable, on regrette la phase Bouteflika. Mais simplement, c'est ce que Bouteflika a légué. Ça aussi, si j'ose dire, Tebboune, c'est la crèche de Bouteflika.
c'est cela aussi. Bouteflika s'est entouré de personnes de type Tebboune. Et nous voyons l'incompétence, nous voyons l'incapacité, nous voyons des gens qui n'ont aucune vision d'avenir, aucune vision politique, à aucun point de vue. Très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi. Nazim Taleb, par rapport à cette question qui a été soulevée donc, par Brahim Younsi, est-ce qu'on est dans la continuité du même système alors que beaucoup de voix aussi, des voix qui s'élèvent, qui disent qu'en moins du temps de Bouteflika, il y avait une certaine flexibilité, si on peut dire, qui était contrôlée par rapport donc à l'activité politique. Mais comment peut-on faire le parallèle et aussi dire que l'ère de Tebboune, si on peut dire, ou depuis 2019, jamais l'Algérie n'a atteint cette situation de blocage, si on peut dire, de répression et de non-politique. Il n'y a plus de politique en Algérie. Bon, je crois tout simplement que la notion même du régime totalitaire, c'est de ne accepter aucune contestation et n'accepter aucune forme d'organisation, qu'elle soit politique, associative, etc. Il veut avoir le monopole de la décision, de l'initiative et forcément, ces régimes totalitaires, dictatoriaux, criminels, comme celui de l'Algérie, n'oublions pas quand même que l'impasse politique a fait qu'on a quand même 200 000 morts et plusieurs millions de déplacés, que ce soit à l'extérieur du pays ou à l'intérieur, ne l'oublions jamais. Maintenant, effectivement, ces régimes totalitaires passent par des phases où ce blocage-là, ou l'impasse ou l'absence de politique fait que ça va exploser. Il faut admettre que Bouteflika, il était beaucoup plus fin que Tebboune. Mais pourquoi, d'après vous, Nazim Taleb, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a cette peur du régime, aussi du retour du Hirak? Parce que le Hirak avait, si on peut dire, bousculer le régime. Et on se rappelle même des déclarations de Macron qui avait donc qualifié le système de politico-militaire et qu'il avait dit aussi qu'il avait bousculé le régime en place. Est-ce que vous pensez que c'est une question de peur? Le régime a peur que le Hirak revienne et revienne. Le régime n'a pas peur. Le régime, il est terrifié. C'est pas la même chose. Le régime peut avoir peur quand il y a des manifestations qui ont des demandes, je dirais, syndicales, catégorielles, salariales. Là, oui, le régime peut avoir peur. Mais quand une population demande le changement radical, à savoir Dawla Madaniya Machi Askariya, là, on touche à beaucoup plus profond et on touche surtout au fond du problème, qui est la nature même du régime algérien, qui est un régime, encore une fois, policier, militaire. Donc effectivement, le régime il est terrifié. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il interdit toute manifestation, y compris les manifestations pour Gaza, parce qu'ils savent très bien que ça peut se transformer en demande politique et que ça va drainer des millions d'Algériens, parce que, encore une fois, ce qui a fait sortir les Algériens en 2019 est toujours d'actualité, si ce n'est pas pire. L'Algérie, aujourd'hui, vit dans une situation pire que celle de Bouteflika. Je ne parle pas de la symbolique Bouteflika, mais les symptômes de la société algérienne sont d'actualité. Encore pire, par exemple, l'inflation, elle est galopante. Il n'y a pratiquement aucune activité économique. Le chômage chez les jeunes, c'est un chômage de masse.
aucune perspective économique, sociale ou quelconque. Vous avez un pays, encore une fois, qui est tributaire du prix du pétrole et du gaz. Vous avez un pays où des jeunes par milliers traversent la mer au péril de leur vie pour aller en Espagne ou en France ou en Italie. C'est un pays où il n'y a aucune activité culturelle, il n'y a aucune activité économique, il n'y a aucune activité sociale, il y a vraiment rien du tout. En Algérie, vous avez des barrages policiers, vous avez la bureaucratie, la corruption, les bni ammistes, les bni wiwistes et les passations de droits. Ça n'a pas changé, c'est encore pire. Donc, et surtout, l'Algérien voit aujourd'hui que ceux qui étaient inculpés hier, ben, ils ressortent de prison aujourd'hui. Et donc, ça n'a pas changé. Encore une fois, c'est encore pire parce que regardez juste l'image que ce régime qui est en train de véhiculer, c'est que Tebboune ne se déplace jamais sans Griha. Vous avez des écoles où il y a encore des gendarmes et des policiers pour inaugurer une école ou pour l'ouverture de la saison scolaire. C'est hallucinant. Ça, à l'époque, même à Bouteflika, je n'ai pas souvenir qu'on ait toujours vu un militaire juste pour aller à l'école pour dire que c'est la saison scolaire qui va s'ouvrir. Donc, encore une fois, on est dans une situation de blocage, c'est-à-dire que une logique jusqu'au boutiste qui a prévalu avant les événements de 88. C'est-à-dire que vous avez le parti unique, on décide de tout et il n'y a aucune vie politique. Et encore, peut-être que j'exagère, peut-être à l'époque, même en 88, bon, Brahim Younsi, il est beaucoup plus sachant que moi sur cette période-là, mais encore une fois, c'était le pouvoir unique, la décision unique, et ça a mené à une catastrophe du moins 88, et après, on connaît l'enchaînement. Donc, effectivement, c'est pour ça que nous, on le dit, il faut qu'il y ait une frange au sein de l'armée pour dire que cette situation ne peut pas durer. De toute façon, cette situation ne peut pas durer. Les manifestations vont revenir, le Hirak va revenir, et il n'y a pas qu'en Algérie, c'est dans tous les pays arabo-musulmans, parce que c'est la même problématique. Et il ne faut jamais se croire qu'on est à l'abri. Zine El Abidine, il n'a jamais cru qu'il allait être déboulonné, ou la Moubarak, ou la Fliamen, etc. Donc, ces gens-là vont disparaître. C'est par la nature des choses. La population, elle est beaucoup plus informée qu'avant. Elle aspire à une vie meilleure. Elle sait que c'est possible. Elle sait qu'elle a un pays avec plein de richesses, avec une situation géostratégique d'importance, du moins régionale. Donc, ils savent qu'ils peuvent faire mieux. Mais la chape de plomb vient de ce régime militaire qui gouverne l'Algérie depuis 62 et encore une fois avec un échec cuisant. Très bien. Brahim Younsi, on va finir avec une question sur ce thème, mais comme ça on aura le temps par rapport au deuxième thème. Cette peur qui est sentie dans la société algérienne, elle a été notée bien sûr par les deux rapporteurs des Nations Unies spéciaux, donc qui ont visité l'Algérie ces dernières semaines. Comment peut-on expliquer donc ce climat de menace, Brahim Younsi? Même, vous avez entendu Nazim Taleb parler donc de l'avant 88. Est-ce que vous pensez que cette politique, ce climat de peur, et par peur que le Hirak revienne en force? D'abord, si vous me permettez, c'est nous qui avons appris à Emmanuel Macron que nous sommes sous un régime politico-militaire. Il ne nous apprend strictement rien. C'est nous qui disons toujours que le système qui est le nôtre est un système politico-militaire et qu'il y a une coterie militaire qui gouverne ce pays. Et permettez-moi de le dire, et ce n'était pas une coterie militaire, qu'on le veuille ou non, qui gouvernait l'Algérie de 1962 à 1965. Et c'est une vérité, une réalité. Ce n'était pas un pouvoir militaire. Le problème, me semble-t-il, aujourd'hui, peut-être que cela a commencé, le cancer avait commencé sous
Abdelaziz Bouteflika, singulièrement depuis qu'il était tombé malade, c'est-à-dire les 10 dernières années de sa vie politique, se considère en métastasé aujourd'hui. Depuis l'arrivée de Tebboune, je ne dirais pas qu'en tant qu'homme, il n'a aucune légitimité, mais en tant que chef de l'État, il n'en a aucune. Bouteflika avait une légitimité, entre guillemets, permettez-moi de le dire, entre guillemets révolutionnaire, pour ne pas dire historique, mais Tebboune n'a aucune légitimité, et pas de légitimité électorale, pour pouvoir imposer un certain nombre de choses à ses tuteurs. La question à laquelle nous n'arrivons pas à trouver de solution pour le moment, c'est cette question de légitimité. Tebboune n'est pas légitime. Pour l'être, il faut passer par des élections, et des élections, bien entendu, transparentes, ouvertes, et avec une pluralité de candidats, d'abord à la présidence de la République, et puis évidemment à ce qu'un système politique cohérent est légitimé par la population, et il ne peut pas l'être autrement. Ce n'est pas à l'armée ou à qui que ce soit d'autre de nous imposer un régime ou un système politique dont la grande majorité, l'écrasante majorité de la population algérienne n'en veut pas, et l'a dit au moment de ce que vous appelez le Hirak, avant le Hirak et bien avant le Hirak. Les Algériens n'ont pas cessé depuis globalement 1982, 80, il faut le dire, avec ce que nous appelons le printemps berbère. Il y a une contestation et des revendications, pas seulement culturelles, mais aussi politiques. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est l'introduction de la question démocratique. En 1982, les Algériens ont manifesté, ont bougé, il y a à Alger et ailleurs. En 1986, dans l'est du pays, ça a bougé dans l'ouest du pays, etc., etc. C'est dire que c'est comme ça que le système s'est métastasé, parce qu'il n'a trouvé aucune solution idoine à la question algérienne, et la seule entre guillemets solution qu'il a trouvée pour lui, c'est la répression, une répression massive, et on n'en sort pas. Très bien. On va entamer la deuxième partie donc de cette émission, qui est donc les déclarations de Louisa Hannoun. Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux dire deux choses sur la question économique dont Nazim en a parlé? Oui, absolument. Très rapidement, c'est vrai. Il est vrai que la question économique est très importante, parce que l'Algérie n'a pas d'économie. Et bien entendu, on a vu les rapports, en tout cas j'ai vu les rapports, aussi bien de la Banque mondiale que du FMI, qui prévoient une croissance, par exemple, croissance économique autour de 4%, mais malgré les satisfecit timides du Fonds monétaire international, la situation économique et sociale est catastrophique. Parce que, le chômage ne cesse d'augmenter, les recettes, et même le fonds de régulation des recettes, qui est évalué à 70 milliards de dollars, va, comme d'habitude d'ailleurs, couvrir les déficits budgétaires, parce qu'on prévoit d'énormes déficits budgétaires. Et bien entendu, sur le plan de la consommation, ça va être des restrictions draconiennes. D'ores et déjà, les pénuries sont légion dans notre pays, et de produits de nécessité.
est de première nécessité. C'est dire que sur le plan de l'économie et sur le plan économique et sur le plan social, c'est une grande catastrophe. Tebboune a introduit, a mis le pays en ruine, et comment s'appelait-il son ancien son précédent Premier ministre, Ben Abdelrahman, a mis le chantier Algérie totalement en ruine. L'Algérie allait un peu mieux il y a 5 ans et on se rappelle bien sûr des déclarations d'Ahmadji Tebboune qui disait que 2022 serait l'année du décollage économique. On a vu donc le décollage économique, mais aussi 2023 sera donc l'année de l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Et on a vu bien sûr le résultat. Je pense qu'on essaiera de développer dans d'autres émissions ces questions qui sont très importantes, Sibrahim. Et je sais qu'aussi Nazim Taleb, qui est un expert aussi en économie, peut être parmi nous par rapport à ces questions. Mais comme on n'a pas le temps, on va essayer de faire un peu vite par rapport donc à ces dernières déclarations de Louisa Hannoun, la chef de parti du Parti des travailleurs, par rapport donc à la question des complots, les complots qui visent à déstabiliser l'Algérie. On regarde cette petite intro et je reviens à mes invités juste après. Algérie, le régime et les théories du complot, donc le titre de cette deuxième partie de l'émission. On va écouter donc les déclarations de Louisa Hannoun par rapport donc à ce thème et je reviens à vous. Est-ce qu'on a... قلنا احنا ماناش بحاجه للاستثمارات تاع الامارات، احنا ماناش بحاجه ليها. اولا ماناش دوله فقيره وميسورين حالنا، وزيد هادو راهم يستعملوا الاستثمارات الاقتصاديه كواجهه فقط حتى يعني يتغلغلوا داخل بلادنا. وما تنساوش ديك المعلومه اللي خرجت حول وجود جواسيس في السفاره الاماراتيه وانهم مسكوهم، وفي الواقع العدد تاعهم مش هذاك برك العدد اللي خرج تاع 4، ربما أكثر. كان عندهم نوايا أكثر خطورة أنهم يشوفوا كيفاش يدخلوا في مؤسساتنا وكيف مدارين في المغرب، وكيفاش حتى يستحوذوا على أراضي شاسعة في جنوبنا اللي هو متاخم يعني قريب من المغرب ولا من قبل. Donc ça, c'était les déclarations de Louisa Hannoun. Ces déclarations étaient donc pendant une conférence de presse et donc qui a précédé sa rencontre avec Ahmadji Tebboune à la présidence. Mais on va, si c'est possible, aussi, quand on parle des complots, c'est pas une première. Donc, ça a été aussi, il faut le rappeler, le journal Le Soir au l'État pyromane. Donc, pyromane, donc ça c'était le titre de Le Soir d'Algérie, le journal Le Soir d'Algérie, mais aussi Al-Khabar. الشر القادم من الإمارات إلى الجزائر ثم السودان, comme vous êtes en train de le lire. Et si c'est possible, on va voir aussi une vidéo, donc soundbite politicien, complot. Ça a été aussi dit dans le passé. C'est pas donc une première. On regarde cette petite vidéo. فيه مؤامرة اللي زعزعت الاستقرار، هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. نجاح هذا الاستفتاء يشكل مصدر مخاطر على كل المخططات التي دبرت ضد الجزائر. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي
تفطنت لخطورة هذه المؤامرات. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر شعبها. الجزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر أصبحت مستهدفة بعدوان لأن الجزائر مقصودة من الخارج. أن الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة لأنها هزمت أكبر قوة وأخرجتها. الجزائر مستهدفة لأنها تملك مؤسسات منسجمة. مستهدفة بحرب إلكترونية. الجزائر يعني مهددة، أصبحت هدف. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. مؤسسة الجيش التي كشفت المؤامرات، تلك المؤامرات التي. Donc, Nazim Taleb, vous avez vu cette petite vidéo, donc Al Jazair Mustahdafa, vous avez entendu les déclarations de Louisa Hannoun. Bien sûr, on parle du rôle des Émirats arabes unis par rapport donc à ce complot. Votre réaction, Nazim Taleb? Bon, sincèrement, je ne mettrai pas quand même les déclarations de Louisa Hannoun dans le même contexte que les autres déclarations. Là, Louisa Hannoun, elle est précise quand elle dit l'Émirat. Et d'une certaine manière, je la rejoins, parce que les Émirats, effectivement, ils ont eu un rôle méprisable, qader, comme on dit بالعربية, tant au niveau des contre-révolutions en Égypte, en Tunisie, دمروا le Yémen, ils ont provoqué des guerres, ils ont tué, ils ont aidé Bachar, bon, je crois que là-dessus, on est rarement d'accord avec elle, mais là je suis plus ou moins d'accord. Mais en même temps, ce qu'elle est en train de. Mais la question qui se pose aussi, Nazim Taleb, parce que il faut se rappeler aussi du feu Gaïd Salah qui s'est donc déplacé aux Émirats arabes unis presque trois fois. J'y viens. Trois fois donc aux Émirats arabes unis juste pendant le Hirak. Et qu'il y a beaucoup de liens qui lient l'Algérie avec les Émirats arabes unis en termes de commerce. On se rappelle aussi que les Émiratis avaient donc la responsabilité de gérer même le port d'Alger. Donc pourquoi maintenant? Pourquoi et pourquoi l'Algérie est visée? C'est ça la question qui. Et s'il y a ce complot. C'est pour ça que je vous ai dit, mon cher Nasser, que je vais quand même. C'est pas le même contexte. C'est pour ça que je voulais pas répondre sur les complots. Je vous parlais juste des déclarations de Louisa Hannoun qui sont précises. Elle parle pas de complot général comme les autres déclarations. Mais je vous parle du complot des Émirats qui ont un rôle bien précis qui leur a été assigné. Ça, il faut quand même être clair là-dessus. Et c'est pour ça que, encore une fois, je la rejoins. Je crois que les Émirats, c'est un État néfaste. C'est un État destructeur et c'est un État qui a une mission particulière, notamment dans le cadre des accords d'Abraham qui ont été mis en place par Trump, qui est à savoir taftit les pays arabes, et on l'a vu en Soudan, en Syrie, en Yémen, etc. Il y a une volonté de créer des micro-États facilement contrôlables. Donc ça, ceci étant dit, moi maintenant je vous parle des discours effectivement le Mu'amarat. Le Mu'amarat, ça a toujours été le discours des Fashlin, les gens les dictateurs, à chaque fois, c'est la même chose, c'est toujours la faute des autres. Or, on sait très bien, et l'Algérien sait très bien, qu'un État, les complots existeront toujours. Et ce n'est pas que contre l'Algérie. Tous les pays qui ont une puissance, qui ont des visées stratégiques impériales, qui ont toujours vont comploter. Et ce n'est pas que contre l'Algérie. On voit bien que les États-Unis complotent contre la Russie, complotent contre la Chine, et la Chine, on ne peut pas la comparer à l'Algérie. Donc, il y a des visées. Même les pays amis, ils se complotent entre eux. On a vu par exemple. Bien sûr. Absolument. Les écoutes téléphoniques des Américains contre les présidents européens. Merkel, par exemple, oui. Absolument. Oui. Mais ça, c'est des pays, encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas, c'est des pays qui ont des visées
visée d'extension d'un empire mondial. Ça, personne n'y échappera. Mais comment il n'y échappe? Ben justement, c'est déjà d'avoir un État qui est légitime, qui rend des comptes. Comment voulez-vous dire à la télé les Émirats mal Émirats alors qu'on sait que la plupart aujourd'hui des transactions pour toucher ces rétrocommissions ou ces commissions se font les Émirats. Donc on n'a aucune légitimité. Comment on peut dire il y a du complot alors que nous on est en plein dedans? Comment on peut critiquer la France alors que, par exemple, les généraux détiennent, ou les généraux et la nomenclature détiennent à peu près 7 à 8% de l'immobilier à Paris? Comment l'Algérie peut faire face à un complot quand on sait que les liens qui les lient avec la CIA, le FBI, avec tous les services secrets, le MI6, la DGSE, etc. Donc, ils n'ont aucune légitimité parce que justement, leur légitimité vient de ces puissances. Ils savent très bien que leur peuple les a vomis depuis des décennies. Donc, si on veut vraiment lutter contre les complots, c'est d'abord d'avoir un État viable, un gouvernement légitime, mais surtout qui peut être interrogé sur ses prises de décision, sur ses investissements, sur les politiques. Aujourd'hui, mais ça, ce n'est même pas nous, à l'opposition, que le dit. Combien de chefs d'entreprise, combien de ministres se sont retrouvés pour corruption, pour espionnage, pour divulgation d'informations hautement stratégiques aux autres? Ce n'est pas l'opposition, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Et on a vu aussi l'affaire de Belkhser, absolument. Et l'affaire de Belkhser et d'autres personnes qui se sont enfuies aux Émirats, et qui se sont enfuis en Turquie et qui se sont enfuis dans d'autres pays. Il y a énormément de cas d'officiers qui se sont... Il n'y a pas que Belkhser. Belkhser, c'est, je dirais, l'iceberg, c'est-à-dire l'arbre qui cache la forêt. Mais il y a énormément de gens et ils n'ont même pas besoin d'aller à l'étranger pour divulguer. Il y a des gens qui vendent... Quand on connaît la mentalité, il y a les businessmen, il y a certains généraux qui vendent, qui seront prêts à vendre père et mère pour quelques dollars, ben forcément, ils vendront des informations. Et comment on peut contrôler ça quand vous n'avez même pas la capacité à un parlement d'interroger un général, un chef d'état-major ou un chef des services secrets? Parce que c'est impossible. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Brahim Younsi, très rapidement, parce qu'on m'a dit qu'on a dépassé le temps de l'émission. C'est un sujet qui est très important. On va y revenir, c'est Brahim. Brahim Younsi, comment peut-on lire donc cette question de complot, des titres qui reviennent dans les journaux, dans la presse algérienne? Et on a fait montrer quelques titres par rapport donc à ces attaques contre les Émirats arabes unis. Est-ce que ces questions se discutent avant tout dans les réseaux des services de sécurité, les réseaux des services secrets? Et s'il y a vraiment espionnage, donc qu'on en parle de ces noms, de ces personnes et qu'on les juge, mais pas de cette façon. Comment vous trouvez donc ces déclarations de Louisa Hennoun, mais pas que Brahim Younsi? D'abord, permettez-moi de dire que je suis extrêmement surpris que Louisa Hennoun se fasse la porte-parole de Abdelmadjid Tebboune. Parce qu'il n'y a pas que la phrase que nous avons entendue. Il y a plein de choses. Et plein de choses, malheureusement, le temps manque pour en parler, notamment la confusion des pouvoirs dans lesquels elle est elle-même, qu'elle a finalement toléré, accepté. Il y a dans les phrases, dans son discours de sortie, il y a un amalgame de tout, les confusions de pouvoir. C'est dire. Mais pour répondre à votre question, il me semble, et je le dis en toute sincérité, parce que je m'intéresse à cette question également, c'est la question des relations internationales, des relations de l'Algérie, notamment avec l'environnement immédiat. Et il y a des menaces. Il y a des menaces et il y a un environnement, il faut le dire, un environnement qui est hostile. Et il est clair que les responsables, ceux qui sont chargés de la défense de ce pays, se préparent à une éventuelle agression de certains pays. Vous venez de parler des Émirats arabes unis.
depuis fort longtemps que les Émirats arabes unis ont, passez-moi l'expression, infesté nos institutions. Ils ont corrompu les plus hauts responsables de l'État, à commencer par l'ancien président de la République. Qui était conseiller donc, aux Émirats arabes unis. Oui, des ministres, d'autres ministres encore, des premiers ministres, des ministres, etc. Il a corrompu nos institutions. Et c'est nous qui avons fait rentrer, nous, quand je dis nous les Algériens, Bouteflika et les autres, qui avons introduit le loup dans la bergerie. Et c'est quand même assez surprenant que l'Algérie, avec son expérience internationale, ses services de renseignement, il faut le dire, se sont montrés bons à maintes reprises, sur le plan, bien entendu, international, soit enserrés, mis en étau par un petit émirat qui ne paie strictement rien, sinon ses moyens financiers. C'est quand même assez surprenant. Elle est où cette Quwa Dhariba? Pardon? La question qui se pose, elle est où cette Quwa Dhariba? Oui, c'est un épouvantail. Bon, il est vrai que, mais bien entendu, cette question de la menace extérieure, une menace extérieure, il faut dire qui est identifiée. Elle existe, cette menace extérieure. Il ne faut pas l'exclure. Mais elle est identifiée. Mais comme vous dites, si le pouvoir en place ne s'y est pas préparé, ne s'y prépare pas, c'est plus qu'une forfaiture. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ce que l'on espère, c'est que puisqu'il le dit, et il ne peut pas ne pas le savoir, les services algériens doivent le savoir, et il doit s'y préparer. S'il a presque doublé le budget de la défense, c'est que c'est à juste titre. Si il y a menace, et il y a véritablement menace. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nos frontières, à nos frontières, il y a péril. Les choses doivent être dites. Merci beaucoup Sibrahim. Désolé, on aurait aimé vous donner plus de temps par rapport à cette question qui est très importante. On me dit on a dépassé le temps même de l'émission. On s'excuse à nos amis de la régie. Merci beaucoup Sibrahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA 82-88. Merci aussi à Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. L'émission Al-Umq suivra cette émission.